Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, depuis Montpellier, où il était en campagne, Arnaud Montebourg, le candidat à la primaire de la gauche, a jugé que si Emmanuel Macron avait du courage, il devait venir dans la primaire. J'ai du mal à comprendre qui est Emmanuel Macron. D'abord, il a lui-même dit qu'il n'était ni droite ni gauche. Donc je ne sais pas ce qu'il est. Mon professeur de français, il y a 30 ans, m'expliquait qu'on ne peut pas se définir par une double négation. On doit se définir par une affirmation. Donc je ne sais pas quelle est son identité. Et surtout, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Par exemple, il a déclaré dernièrement qu'il considérait qu'il y a de bonnes choses dans le programme de François Fillon. J'aimerais qu'il nous dise lesquelles. Personne ne peut faire gagner la gauche aujourd'hui. Il n'y a aucun candidat, ni Jean-Luc Mélenchon, ni celui issu de la primaire, si je gagne pas plus moi, ni Emmanuel Macron. Personne ne le peut. Pour une raison simple, c'est que la gauche est désarticulée. Donc il faut l'articuler. Donc moi, je lance un appel à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron a du courage, il doit venir dans la primaire, défendre ses propositions et nous en discuterons. Et il est même possible qu'il gagne. Aujourd'hui, est-ce que Macron est dangereux pour la gauche? Non, il n'est pas dangereux pour la gauche. Il fait chuter finalement la gauche, donc il est dangereux pour la France. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve entre François Fillon et Madame Le Pen? Vous croyez que les électeurs de gauche vont aller voter pour M. Fillon? Donc il est possible que Mme Le Pen l'emporte l'année prochaine. Si Manuel Valls gagne la primaire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez gouverner avec lui? S'il gagne, vous allez vous rallier à lui? Vous allez d'abord vous rallier et ensuite éventuellement gouverner avec lui s'il gagne la présidentielle? Le mot n'est pas de gouverner, le mot est de gagner. Est-ce que vous allez vous rallier à lui pour gagner d'abord? On ne se rallie pas, il y a des règles qui sont applicables dans la primaire, c'est qu'on doit le soutien mutuel et réciproque. Donc j'applique les règles de la primaire. Et vous, si c'était à refaire, est-ce que vous accepteriez encore d'être ministre de Manuel Valls ou d'un gouvernement de François Hollande? Écoutez, si c'était à refaire, je ferais autrement, ça c'est bien certain. C'est-à-dire je pense que, je l'ai dit, j'ai commis une erreur en 2012 lorsque j'ai eu un choix difficile à faire entre Martine Aubry et François Hollande, donc j'ai reconnu cette erreur. C'était une erreur d'appréciation. Beaucoup de Français ont commis, des millions de Français ont commis cette erreur d'appréciation. Je me demande même d'ailleurs qui finalement n'a pas découvert à quel point il y avait un écart entre ce qu'il avait espéré et ce qu'il a vu se réaliser. Quand vous voyez aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, qui se dit prêt à quitter la politique définitivement pour redevenir avocat, quand vous voyez des députés socialistes qui ne veulent plus faire de politique, ils sont écœurés par le quinquennat, et vous? Moi je l'ai quitté depuis longtemps. Lorsque j'ai quitté le gouvernement, j'ai fait le choix de me former. Ça a provoqué des railleries, mais pour moi, se former, c'est une nécessité. Toute sa vie, on réapprend des nouvelles vies professionnelles. Je suis entré dans le privé, dans des PME, les petites et moyennes entreprises que j'ai aidées, et retourné auprès des Français. Donc je n'ai pas finalement ressenti le moindre écœurement. Je pense qu'il y a une nécessité de s'occuper de l'intérêt civique, car nous pouvons trouver un chemin d'espoir pour tous ces Français de gauche qui désespèrent et trouver des solutions qui ne sont pas les solutions de l'ultra-droite ou de l'extrême droite. 30 secondes, il reste une question. Elles existent et le peuple de gauche, il n'est pas comme l'Atlantide qui aurait été englouti, il est là et il a l'arme au pied. Alors du bilan justement de Manuel Valls, est-ce que Manuel Valls a un bon bilan? En tout cas, ce que je sais, c'est que le quinquennat était un échec, puisque finalement François Hollande lui-même, malgré son plaidoyer émouvant, je pensais à cet homme touché lorsqu'il s'exprimait, a constaté l'échec politique. Que s'est-il passé? La gauche n'a pas redressé le pays et la gauche a disloqué son camp. D'ailleurs, la loi travail, on est allé extrêmement loin, jusqu'à vouloir empêcher des manifestations du mouvement social pacifique, au point de vouloir faire tourner les manifestants autour de la place de la Bastille. Souvenez-vous, la déchéance de nationalité qui a été une déchirure, mais aussi une fracture ouverte. Un bon Premier ministre. Non, je vous dis que l'échec de cette politique, ce n'est pas personnel. Enlevons les personnes et regardons les contenus politiques. Est-il en mesure, selon vous, de rassembler la gauche? C'est très difficile pour le théoricien des gauches irréconciliables
de rassembler l'ensemble des gauches, car il va falloir rassembler l'électorat des primaires, mais il va falloir aller encore plus loin, c'est-à-dire se tourner vers d'autres candidats qui ne sont pas dans les primaires aussi. Et se tourner par exemple vers Jean-Luc Mélenchon. Oui. Pour ma part, je défends l'idée que nous devrions construire avec le Parti communiste français, qui a gouverné avec le général de Gaulle, qui a gouverné avec François Mitterrand, qui a gouverné avec Lionel Jospin. C'est l'union de la gauche, ça l'union des gauches. C'est-à-dire nous puissions avec Jean-Luc Mélenchon... Nous voilà de retour en 1980. Parti... Mais pas du tout. Ah bon? Mais pas du tout. Un peu quand même. Mais nous voilà de retour dans la tradition politique de notre histoire, tout simplement. Mardi, sur notre plateau, Florian Philippot, le vice-président du Front National, s'attaque au programme de casse sociale de François Fillon. Je pense que Marine Le Pen est le seul rempart face à François Fillon et à son projet de Donc casse. vous avez d'ores et déjà choisi votre adversaire, hein. C'est François Fillon. Aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le plus solide face à nous. C'est un projet de casse sociale, de casse de la santé, de la sécurité sociale. On pense à nos personnes âgées, on pense aux classes moyennes qui auront du mal à se rembourser et à se faire rembourser leurs soins. Et c'est un projet très laxiste, si vous voulez, du point de vue des questions régaliennes, du point de vue de la sécurité ou de l'immigration. Marine Le Pen, c'est le rempart face à François finalement, Fillon. vous allez... Le seul rempart viable, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe? Je sens un peu derrière vos propos qu'au fond, vous allez défendre, par exemple, la retraite, les 35 heures, la fonction publique, l'assurance maladie, vous venez d'en parler. Ce sont des valeurs, au fond, conquises un peu par la gauche. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu un paradoxe dans cette campagne? On a un peu cette impression-là. Si vous voulez, le FN qui défend des valeurs de gauche. Non, mais le pacte social, pour moi, il est ni de gauche ni de droite. Il fait partie maintenant. Donc on n'y touche pas. De notre identité. C'est tabou. C'est pas ça. Il y a toujours des réformes à faire. Mais au bout d'un moment, quand on a face à soi quelqu'un qui se présente en mode bulldozer, qui veut tout casser, qui veut augmenter la TVA pour tout le monde, mais supprimer l'ISF. Alors, quelle réforme? Qui veut quand même, sa conseillère santé nous dit on va sortir la grippe, les troubles digestifs, le dentaire, les prothèses auditives. Quelle réforme de l'assurance porte le Front maladie. National? Quelle réforme porte le Front National? Par exemple, les 500 000 fonctionnaires. Est-ce que ça vous paraît quand même pas évident qu'il faille peut-être réduire le nombre de fonctionnaires? La France emprunte chaque année 200 milliards sur les marchés pour payer son administration. Il faut faire quelque chose, non? Si vous dites aujourd'hui on supprime 500 000 fonctionnaires, il faut savoir qu'on casse complètement le service public. Il faut le savoir. Voilà. Mais est-ce que le Front National est pour supprimer on un certain nombre de fonctionnaires? On l'a fait à moindre dose sous Sarkozy, ça a cassé la police, ça a supprimé les renseignements généraux, ça a cassé la gendarmerie, ça a cassé l'armée. Et je ne parle même pas de l'hôpital. On va recommencer en pire, en 5 ou 10 fois pire. Je pense que ce serait suicidaire. Le Front National dit attention. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais là, c'est un vrai sujet, un vrai débat. Oui. Est-ce que le Front National touche aux fonctionnaires ou non? Au nombre de fonctionnaires? Vous voyez, on n'est pas idéologique, on est pragmatique. Il y en a trop. C'est vrai, dans les grosses collectivités locales, je pense aux régions, je pense aux intercommunalités, il y a des doublons, on le sait bien, la Cour des comptes l'a dit 150 fois. Et là, il faut ne pas remplacer tous les départs en retraite. Il faut même probablement faire un grand ménage dans les collectivités locales du point de vue institutionnel. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui des régions du point de vue administratif ? Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que des élus au niveau départemental qui se réuniraient simplement pour la coordination régionale régulièrement, ça suffirait largement. Vous supprimez la dernière réforme sur le nouveau découpage. Moi, je reviendrai aux vraies régions. L'Alsace, par exemple, la Lorraine, la Picardie, enfin les régions combien qui existent, il y en avait une vingtaine. Là, aujourd'hui, il y en a 13. Simplement, aujourd'hui, il y a des structures administratives, il y a des conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux qui coûtent très cher. Il y a chez moi, dans le Grand Est, on est 169 élus. Tout cela, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop. Il faut beaucoup moins d'élus et réunir simplement, je le dis, les élus des départements, qui eux sont essentiels. Les départements sont essentiels. Et on touche au nombre de députés au niveau régional. Est-ce que vous parlez un peu de ce sujet-là ? Nous allons présenter un projet précis là-dessus, mais je pense qu'il faudra aller vers une forte réduction. Voilà. Et peut-être même, et là, je parle à titre personnel, et je n'engage pas notre candidate qui tranchera, mais moi je suis pour la suppression du Sénat. Voilà, je suis désolé de le dire ici, mais c'est mon côté gaulliste, vous voyez. Je suis pour la suppression du Sénat et je souhaite que les maires, par contre, les maires et les maires de la ruralité soient représentés peut-être différemment. On peut imaginer d'autres formes de représentation pour que les maires et les petites communes soient mieux représentés. Mercredi, Maurice Leroy, le porte-parole du nouveau centre et soutien de François Fillon, a défendu un centre qui rompt avec le zig et le zag de Jean-Christophe Lagarde. François Fillon a un programme très courageux, à la fois très ambitieux et très courageux. En gros, au lieu de le qualifier d'ultra-libéral, pardon, mais quand le président...
quand le président Georges Pompidou disait « arrêtez d'emmerder les Français », on ne le qualifiait pas d'ultra-libéral. Est-ce que le programme de François Fillon est compatible avec les valeurs du centre ? Oui, résolument oui. D'ailleurs, le nouveau centre, vous disiez, et c'est vrai, je suis fier de l'avoir fait, je suis fier d'avoir soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour, parce que quand même, j'ai pas aimé ceux qui avaient été ministres. Mais sur la sécurité sociale, sur les 500 000 fonctionnaires, est-ce que les valeurs du centre sont présentes dans le programme de François Fillon, selon vous ? D'abord, les valeurs du centre sont présentes dans le programme. Ce programme, il a été ratifié par une très large majorité. Donc, pour bien connaître François Fillon, globalement, il maintiendra son cap et il a raison de le faire. Pour le reste, vous n'allez pas affadir. Vous n'allez pas affadir les choses. Nous sommes là pour enrichir le projet, pas pour le dénaturer. Pas pour l'affadir. Donc, avec Hervé Morin, on traitera le moment venu avec François Fillon. Nous traiterons des questions de société, de la protection sociale, de la place de la fonction publique, etc. On évoquera toutes ces questions. Vous demandez à ce que ce projet soit amendé, vous demandez un programme... il le sera... Attendez, vous demandez un programme de consensus pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez, vous les centristes ? Nous voulons qu'il y ait une véritable rupture. D'ailleurs, le nouveau centre a réuni ses instances entre les deux tours, à l'initiative d'Hervé Morin, et a voté favorablement à l'unanimité pour soutenir François Fillon. Donc nous avons fait la campagne de François Fillon au second tour et nous sommes fiers et enthousiastes de l'avoir fait. Et nous le ferons effectivement aussi pour l'élection présidentielle. Vous savez, ça va être difficile. Aussi, c'est compliqué quand même de se retrouver avec vous les centristes. Non, c'est assez simple. Oui, il y a M. Lagarde qui a fait la campagne d'Alain Juppé, qui a eu des mots très très durs au meeting au Zénith, qui ont beaucoup choqué. Alain Juppé lui-même a été choqué par ses propos. Que devient votre dispositif des centristes ? Nous verrons bien, voilà. Vous savez, le problème, c'est qu'il est président de l'UDI. Oui, le problème, c'est pas de personnaliser. Vous savez, l'UDI, c'est une confédération. Ça n'est pas un parti. Moi, j'ai souvenir de ce formidable congrès. Quand nous avons cofondé, j'étais cofondateur aux côtés de mon ami Jean-Louis Borloo, à la Mutualité, Simone Veil était présente, la famille était rassemblée et réunie. Nous allons nous battre pour que cette famille, pour que la marque UDI, que Jean-Louis Borloo a réussi à marquer dans le paysage politique, pour cette marque demeure. Mais ça, il faut des conditions. Il faut revenir à la pratique collégiale qui était celle de Jean-Louis Borloo. Et arrêter avec le zig et le zag de monsieur Lagarde, qui un coup se voit candidat à la présidentielle, ensuite va rejoindre Macron, après va soutenir Juppé sans faire aucune instance. Pardon ? L'entente n'est pas encore de mise entre vous. Mais vous savez, l'entente, comme tout le monde le sait ici, dans l'amour, le meilleur, ce sont les preuves d'amour. Alors dimanche, on va demander des preuves d'amour pour faire en sorte que la maison UDI soit solide. Est-ce que vous vous sentez concerné d'abord par la nomination bien perçue ce matin de Bernard Cazeneuve à Matignon ? Écoutez, on est forcément concerné, comme tous les Français. Bernard Cazeneuve, c'est... Vous le percevez bien ? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit brailler systématiquement contre tout. C'est le gouvernement de la France, avec une menace terroriste qui n'a pas baissé. Bernard Cazeneuve, je lui reconnais, et je pense que c'est partagé dans l'opposition, si on sort des postures. C'est un homme d'État et qui incarne l'autorité de l'État. J'ajoute qu'au plan personnel, c'est un homme qui a un profond respect pour les parlementaires de l'opposition. Et ça, c'est un autre climat un peu en politique. Donc voilà, alors après pour le reste... on va voir. Vous, à l'intérieur, dans ce contexte attentat, il fallait absolument changer le ministère de l'Intérieur. Écoutez, je pense aux policiers dans ma question. Non, mais bien sûr, dans la mesure où ils ont fait les chaises musicales, et vous n'avez pas d'autre choix que de mettre Bernard Cazeneuve à Matignon, puisque c'est quand même catastrophique la fin du film là. Personne n'avait prévu que François Hollande se retire. Du coup, Manuel Valls quitte Matignon. Enfin voilà, 5 mois avant, c'est quand même une fin de règne assez curieuse. Je préfère concilier les gauches plutôt que des gauches irréconciliables. C'est la déclaration de Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, qui était l'invité de Territoire d'Info jeudi. Manuel Valls est un homme qui a énormément de qualités qu'on connaît, de la force, de l'énergie, de l'éloquence. Après, c'est une campagne des primaires qui va s'ouvrir.
où chacun doit entrer avec beaucoup de respect de l'autre et avec la volonté de convaincre les électeurs qu'il est ou elle est le meilleur pour faire en sorte que la gauche justement puisse être aux alentours. Est-ce que Vincent Peillon est meilleur que Manuel Valls, par exemple ? Puisque Vincent Peillon va entrer dans la course. Pardon, mais je refuse totalement de penser comme cela. Non, pas de répondre, de penser comme cela, de répondre à ce type d'injonction. Je lis des choses invraisemblables. Dans la position qui est la mienne, celle de la commissaire européenne, je ne suis pas en train de solliciter, je ne suis pas en train d'organiser. On dit que vous êtes... Il faut expliquer aux gens, on dit que vous êtes derrière la candidature de Vincent Peillon. Non mais c'est ce qui se dit, vous savez. Puisque je suis chez vous, je veux démentir ce genre de propos. Parce que absolument, ils abaissent la politique. Quand Arnaud Montebourg dit qu'il ira casser la vaisselle en Allemagne s'il est élu, qu'il renégociera les traités européens, vous lui répondez quoi Démago, le copain socialiste ? C'est pas comme ça que je parlerai. J'imagine. Voilà. Vous lui dites quoi? Vous lui diriez quoi? Mais encore une fois, on est en train de parler sur des phrases, on juge des gens sur ce qu'ils ont fait il y a encore peu de temps, ou ce qu'ils ont dit. Pour moi, la campagne des primaires, elle commence le 15 décembre. Mais oui. Tout ce qui a été dit avant, mais c'est pas ça, c'est que vous n'avez pas, jusqu'à présent, de campagne des primaires. Vous aviez des gens qui étaient positionnés pour une campagne, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Vous aviez un président de la République qui était logiquement le candidat à sa succession. C'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à lui dans la Ve République. Maintenant, vous avez de nouveaux candidats qui entrent dans l'arène, que les uns et les autres, d'abord, montrent qu'ils ont des parrainages, des soutiens, parce que c'est nécessaire. Puis ensuite, qu'il y a un débat serein. Et j'ajoute un débat fraternel, parce qu'il y a quand même un principe dans un parti politique qui fait des primaires. Et de ce point de vue-là, il faut regarder ce qu'a fait la droite. Ça a été réussi. C'est que dans la primaire, on se confronte, et puis après, on se rassemble autour de celui qui l'a emporté. Et si on n'a pas cette règle-là, alors pour le coup, la primaire est un simulacre. Il ne peut pas y avoir de gauche irréconciliable. Il doit y avoir des gauches qui se concilient forcément. Et d'ailleurs, quand Manuel Valls a lancé sa propre campagne, il a prononcé ces mots, il en avait prononcé d'autres avant, on va voir maintenant ce qui se passe. Emmanuel Macron a ses favoris dans les sondages, 33%. Est-ce que c'est lui qui peut faire gagner la gauche ? Encore faudrait-il qu'il se définisse comme étant, non pas seulement personnellement de gauche, mais comme étant le leader d'un mouvement de gauche, ce qu'il ne fait pas. Il est minuit en Europe, c'est le titre de votre livre, mais vous parlez aussi de la règle des 3% très importante. Dans le programme de François Fillon et d'autres, il laisse partir les déficits. Si jamais c'est le cas, est-ce que vous sanctionnerez le prochain président de la République qui ne voudra pas s'affranchir de la règle des 3%? Une minute. Je ne vais pas raisonner sur le « et si », je vais vous répondre différemment. Cette règle de 3%, c'est une règle de bon sens, parce qu'elle signifie que les pays arrêtent de s'endetter. Il faut la maintenir. C'est une règle de crédibilité pour la France. C'est aussi cette crédibilité qui permet d'avoir un dialogue positif avec l'Allemagne pour relancer la zone euro, ce qui est absolument indispensable, et ce qui est aussi nécessaire pour avoir plus de croissance. Et donc, franchement, je souhaite que le prochain président de la République soit sérieux sur le plan de la gestion des finances publiques, même s'il faut mettre l'accent d'abord sur la qualité de la dépense publique. Voilà. Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, a remis sa démission hier soir après l'échec du référendum. Le système bancaire italien est très fragile, dit-on. Crise politique plus crise financière. Est-ce que l'Italie peut faire vaciller l'Europe, selon vous ? En toute hypothèse, il y aura une continuité de l'État, il y aura une continuité des responsabilités. Et s'agissant des banques italiennes, c'est un sujet sur lequel il y a des discussions en cours avec les différentes institutions, avec la Banque Centrale Européenne, avec la Commission Européenne. Les problèmes n'ont pas changé depuis la semaine dernière, ils ne se sont pas détériorés ou aggravés, et c'est un sujet qui est suivi avec beaucoup d'attention et avec des mesures, ou en tout cas des capacités qui sont fortes. Nous avons la possibilité en Europe vraiment de traiter toutes les situations bancaires. Donc non, nous ne craignons pas de crise bancaire, et je vais vous donner une autre précision, qui est que si vous regardez les réactions des marchés, qui sont quand même très attentifs à tout ça depuis le début de la semaine, à part la première matinée qui a suivi le référendum et l'annonce du non, ils sont très sereins. Et ils ont des raisons, et ils ont raison de l'être. Un mot sur Jérôme Cahuzac, fixé sur son sort aujourd'hui, jugé pour fraude fiscale et blanchiment. Vous étiez dans le même gouvernement, vous éprouvez quoi pour lui aujourd'hui ? Je vous répondrai volontiers la dernière phrase, d'autant n'emporte le vent ce que dit Red Butler à Scarlett O'Hara, je vous laisserai la trouver. Si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Vendredi, le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, d'organiser un débat pour la primaire de la gauche.
Moi, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Et c'est un peu ridicule. Moi, j'ai autre chose à faire que tous les jours avoir une chronique sur le... Vous avez reçu la lettre, hein, quand même. Mais oui. Il y avait un petit mot à la main, gentil, à la fin? Non, je crois pas, parce que je l'ai vu, ça a été donné à des journalistes. Donc, vous voyez, vous l'avez dans les mains. Bon, voilà. On peut la reprendre, si vous voulez. Mais écoutez, c'est ridicule. Donc, pas de débat. Mais non, mais c'est ridicule. Le débat que les Français attendent, c'est un débat sur le pays, sur les défis du pays, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer. Le débat qui intéresse les Français, c'est un débat sur leur quotidien. Mais vous ne croyez pas quand même que les Français... Non, mais les Français qui ont envie de voter pour vous... Ça, c'est de la mascarade. Oui, mais attendez, est-ce que vous ne croyez pas que les électeurs ont aussi envie de voir des gens à gauche qui se parlent? Cambadélis avec vous, vous avec Manuel Valls. J'ai constamment... Vous n'avez pas un peu cours de récréation? Mais mais attendez... J'ai constamment discuté à visage découvert, j'ai toujours fait tous les débats. On ne va pas faire un débat public sur la primaire. Là, il y a des gens qui ont vraiment envie de débattre sur tout et n'importe quoi. Il y a quelques mois, j'étais ministre. Le même monsieur Cambadélis disait que j'étais un ministre d'ouverture. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. À l'époque, je ne l'arrangeais pas. Et maintenant, parce que nous avons justement refondé l'offre politique française, il faudrait créer un débat sur des choses qui deviennent complètement artificielles. Vous l'avez entendu, il vous renvoie le mistigris de la division. Mais bien sûr, parce que vous êtes celui qui va enterrer la primaire? Écoutez, je ne suis pas celui qui les crée. Je ne suis pas celui qui en ait décidé le périmètre. Oui. C'est M. Cambadélis. Hier, vous aviez plusieurs candidats qui voulaient aller à sa primaire, il les en a empêchés. Bon, donc c'est quand même étrange. Et je ne suis pas celui qui en a fixé la date. Cette primaire n'a pas le bon périmètre, elle n'a pas le bon calendrier, elle n'a pas les bonnes modalités. Donc, que ces messieurs-dames prennent leurs responsabilités devant le pays. Vous n'avez plus rien à voir avec eux? Moi, j'ai pris les miennes. Hier, dans une émission, vous avez dit que vous avez été un candidat, mais une personne qui a travaillé, et en politique, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que, prenons au hasard, Manuel Valls, c'est un apparatchik? Mais je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai déjà dit, je crois à la bienveillance en politique. Par contre... Qu'est-ce qui vous différencie? J'assume, j'insiste sur ce point, c'est très important d'avoir dans la vie politique des femmes et des hommes qui ont un travail, qui ont à un moment croisé... Vous n'êtes pas un professionnel. Mais je ne crois pas à la profession de politique. Je pense même que c'est une mauvaise chose. Je pense que la liberté de prendre des risques, de décider, de comprendre la vie de nos concitoyens, elle passe par le fait de ne pas être un professionnel de la politique. C'était le cas quand vous étiez banquier? Quand vous étiez banquier, c'était le cas? J'ai été fonctionnaire, j'ai été banquier, je peux vous dire, ça sert tous les jours. Parce que quand vous parlez d'économie, quand on l'a fait tout à l'heure, parce que quand vous parlez de ce qu'est le fonctionnement de l'État, comme on l'a fait ensuite, et de la fonction publique, avoir été dans le secteur privé pour une partie de cette discussion, ou avoir été dans la fonction publique pour l'autre, ça vous sert. Emmanuel Macron, vous avez été aussi le conseiller économique de François Hollande. Alors, pour que les Français comprennent bien, est-ce que ça veut dire que vous allez continuer sa politique si vous êtes élu? Vous nous faites des propositions là, bien sûr. Non, vous l'avez bien vu. Vous êtes dans la même philosophie. Vous l'avez conseillé quand même, vous êtes comptable de son bilan. Non, pardon de vous le dire. Je l'ai conseillé, donc j'assume tous les conseils que j'ai donnés, je l'ai déjà dit. Mais quand vous êtes un conseiller, vous n'êtes pas un responsable politique. Et vous ne suivrez pas la même politique. Si vous êtes élu en 2017, comment est-ce que vous remettez la France au cœur des résolutions du conflit syrien? La France a pris ses responsabilités sur ce sujet tôt, mais a été abandonnée par plusieurs de ses partenaires et s'est trouvée piégée dans des jeux d'alliance qui lui échappent. La priorité aujourd'hui, j'en appelle et j'ai entendu le changement russe, comme vous, entre hier et aujourd'hui. La priorité humanitaire, et je fais ici cet appel solennel, c'est Alep. L'un des pires drames humanitaires de notre siècle, c'est ce qui se passe à Alep et que nous n'avons pas pu arrêter suffisamment. Mais là, Bachar el-Assad est en train de se remettre en selle avec la chute d'Alep. Ça devient un interlocuteur obligatoire. Vous êtes élu en 2017, vous parlez à Bachar el-Assad? Je parle en particulier à la Russie pour trouver un accord. Je parle dans le cadre d'une discussion onusienne qui est absolument fondamentale. J'étais il y a quelques jours aux Nations Unies, j'ai vu le prochain secrétaire général, nous avons discuté avec justement beaucoup de détails de ce point. Discussion avec la Russie, sans complaisance. Et je n'achète pas les arguments de celles et ceux qui sont fascinés par M. Poutine. Mais en même temps, il faut être réaliste. François Fillon. Mais en même temps, il faut être réaliste. Dans le cadre de l'ONU, je veux un mandat de l'ONU pour une intervention humanitaire sur Alep et toutes les autres zones. Et je pense que la France ne doit plus faire de la destruction de Bachar el-Assad un préalable à tout. Le préalable à tout, ce sont deux choses.
le secours humanitaire à tous les civils sur place et la destruction de l'islamisme terroriste Daesh Al-Nosra sur le territoire. Et la construction d'une transition politique pérenne, crédible sur le territoire syrien, en lien avec nos partenaires, en lien immanquablement avec la Russie, sous l'égide de l'ONU. Emmanuel Macron, une dernière question un peu personnelle. Est-ce que vous avez échangé avec François Hollande récemment ? Comme vous l'avez dit, c'est une question personnelle. Et je fais partie des responsables politiques qui considèrent que les questions personnelles un signe de sa part sont personnelles. Vous espérez un signe de sa part ? Je pense que le président de la République a pris une décision, je l'ai dit, grave, courageuse, responsable. Parce qu'il considérait que sa fonction, c'était de présider le pays. Oui. Et de le présider jusqu'au bout. Mais à votre égard, vous, personnellement. Non, mais de le présider jusqu'au bout. Donc je pense que le président de la République considère qu'il n'a pas de signe politique à donner dans le cadre de ces élections jusqu'au bout. Voilà, c'était Territoire d'info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.